C'est hyper clair, Chahinez, et on voit qu'il y a quand même à la Banque de France, à la CPR, des équipes dont le métier est d'identifier ces fraudes et de mener les vérifications qui s'imposent. Donc c'est aussi ça qui apporte de la confiance, ce que vous nous expliquez, Marine, tout à l'heure. Alors, c'est vrai que jusque-là, on a évoqué des typologies de fraude qui restent relativement classiques, hein. La fraude au chèque, qui est peut-être le classique des classiques, et puis des fraudes liées à l'utilisation des moyens de paiement et notamment la carte bancaire, mais c'est vrai que on observe aujourd'hui ce qu'on appelle parfois nous à la Banque de France le nouveau visage de la fraude, hein. Il y a 2 nouvelles techniques qui permettent de voler de l'argent, parce qu'en fait c'est exactement de cela dont il s'agit. Et peut-être que Marine d'abord pour commencer, puis Chahinez ensuite, vous pouvez nous donner un peu ce nouveau visage de la fraude qui, si je comprends bien, est davantage fondé sur la manipulation, des utilisateurs. Alors en effet, depuis quelques années, on voit se développer la fraude fondée sur la manipulation qui vise justement à contourner l'authentification forte qui a permis de bien sécuriser techniquement la chaîne des paiements. Donc les fraudeurs n'ont plus d'autre moyen que de se tourner vers l'utilisateur du moyen de paiement, de le cibler et de le manipuler pour que cet utilisateur communique ses informations personnelles et valide l'opération frauduleuse. Alors, le scénario habituel, le plus classique, c'est le fraudeur qui va appeler la victime, soit par téléphone ou bien la contacter via messagerie instantanée. Et donc, va lui expliquer qu'il est son conseiller bancaire ou bien un agent spécialisé lutte antifraude de la banque du client, et va prétexter un test de sécurité ou bien la détection d'une opération atypique sur le compte de son client, donc de la victime en l'occurrence, et va demander une vérification de l'authentification. À ce moment-là, la victime va communiquer des informations qui vont permettre au fraudeur d'utiliser le moyen de paiement de la victime à distance. Donc il faut savoir que ce type de fraude utilise des moyens techniques qui permettent de mettre en confiance l'utilisateur du moyen de paiement. Et notamment, nous avons une phase préparatoire. Donc le fraudeur va préparer son appel en collectant des données sur sa future victime via notamment les réseaux sociaux, les sites internet publics, via des campagnes de hameçonnage, ou bien encore via du vol de données à des tiers, par exemple à des grosses entreprises ou des grosses institutions type sécurité sociale. On entend très régulièrement des entreprises qui se font pirater des bases de données, donc ça peut venir de là également. Et puis ensuite, nous avons une technique que Chahinez a abordée tout à l'heure, qui est le spoofing. Donc le spoofing, qu'est-ce que c'est ? C'est l'usurpation du numéro de téléphone de quelqu'un. En l'occurrence, le fraudeur va usurper le numéro de téléphone de la banque de la victime. Donc lorsqu'il va appeler la victime, sur le téléphone de la victime, il y aura écrit le numéro de sa banque. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de vraiment mettre en confiance la victime qui croit vraiment parler à sa banque. Alors, quel est le coût que représente cette fraude par manipulation ? Alors, il s'agit d'une estimation. On estime ce coût entre 340 millions d'euros et 400 millions d'euros sur ces 3 dernières années par an. Donc, c'est un coût annuel. C'est hyper significatif comme montant. Oui. C'est loin d'être négligeable. Sur 1,2 milliard. Oui, c'est clair. Hein. C'est beaucoup. Donc, ce coût, il est supporté, comme le disait Chahinez tout à l'heure, à la fois par les établissements bancaires des victimes, mais par les victimes elles-mêmes. Il n'y a pas de profil type des victimes. N'importe qui peut se voir être victime de ce type de fraude. Ce n'est pas des personnes particulièrement vulnérables ou d'un certain âge. Vraiment, on peut voir toutes les gammes d'âge ou de catégories socio-professionnelles. Alors, que fait l'Observatoire face à ce type de fraude ? Je reviens toujours à l'Observatoire, mais c'est quand même un super outil. Alors, l'Observatoire, face à ce développement de ce type de fraude, a notamment mis en place un groupe de travail avec les opérateurs de télécommunications. Autour de la table, on a ces opérateurs et les banques.
Et donc le but étant de mettre à mal certaines techniques utilisées pour mettre en confiance justement les utilisateurs des moyens de paiement pendant la fraude. Et donc le premier, c'est notamment la lutte contre le spoofing. Donc l'idée étant que il y a une loi, la loi Negelen, qui est passée l'année dernière, l'été dernier, qui impose aux opérateurs de téléphonie de protéger les numéros de téléphone et notamment les numéros sensibles, qui est très difficile à mettre en œuvre par les opérateurs de téléphonie dû à de nombreux obstacles techniques. Et le but de ce groupe de travail étant d'aider justement les opérateurs de téléphonie, de les aider à lever ces obstacles techniques, mais aussi à mettre en place un dispositif transitoire qui permet justement de protéger au plus vite ces numéros sensibles, dont ceux des banques. Et puis ensuite, nous avons un autre type, une autre technique utilisée par les fraudeurs qui s'appelle le SIM swapping, qui consiste pour le fraudeur à à usurper du coup l'identité de la victime et à appeler l'opérateur de téléphonie de celle-ci en prétextant un vol ou une perte de téléphone et demander une réémission de carte SIM. Et une fois en possession du fraudeur, celui-ci va pouvoir utiliser les messages reçus sur le téléphone portable à des fins d'authentification. Donc, que fait l'Observatoire, que fait ce groupe de travail face à cette technique de fraude ? Alors, l'Observatoire encourage fortement les banques à communiquer avec les opérateurs de téléphonie et notamment au moment où l'opération, quand une opération est passée, une transaction est passée, de consulter, avant de valider l'opération, de consulter l'opérateur de téléphonie pour vérifier qu'il n'y a pas de réémission de carte SIM. Et ce, de manière systématique. Donc voilà, quelques exemples. Et puis aussi, sans oublier le volet sensibilisation. C'est le rôle de l'Observatoire, mais aussi de la Banque de France, de sensibiliser le plus grand public à ce type de scénario et aux bons réflexes à adopter lorsqu'on se rend compte qu'on est victime de la fraude ou bien juste après s'être rendu compte qu'on a été fraudé. Voilà. Okay, bah c'est vrai que c'est hyper clair et moi je retiens notamment le rôle des opérateurs télécoms, quoi, parce que c'est vrai qu'en matière de contrôle bancaire, on voit à peu près quels sont les grands acteurs habituels qui font que le système fonctionne mieux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la banque, les opérations du quotidien, c'est aussi beaucoup avec le téléphone. Et puis c'est un moyen de nous contacter qui est au fond le principal moyen d'entrer en contact avec nous. Donc c'est hyper important. Hein. En complément de ça aussi, alors je ne sais pas si on est autorisé à citer des marques, mais tout ce qui est Apple Pay, Google Pay, etc., c'est donc sur nos téléphones et c'est aujourd'hui, malheureusement, un mode de fraude très très important. Les gens se servent des comptes Apple Pay, Google Pay, arrivent à les pirater et à faire des achats extrêmement chers en ligne ou même dans les magasins. Donc ouais, c'est vrai que le téléphone, c'est un outil alors à la fois formidable mais d'une grande vulnérabilité.